n'y avait pas d'urgence à faire cette réforme, à mon avis, en début de mandat, alors que par contre, il y a des inconvénients absolument évidents à l'avoir fait. C'est que Macron, qui est sur un deuxième mandat non rééligible, c'était l'occasion de mettre en œuvre des grandes ambitions très utiles au pays et des grands projets de société, quelque part, pour lesquels on aurait les bénéfices après le terme du mandat. Bon, là, c'est clair que le sujet des retraites tombe dans cette asymétrie temporelle. C'est-à-dire qu'il faut souffrir maintenant pour avoir le bénéfice plus tard, quelque part. Mais ce n'est pas un grand projet de société, c'est de l'intendance, s'occuper des retraites. Hein. Et donc, il a raté l'occasion, en début de mandat, de faire quelque chose qui aurait eu du souffle en rassemblant tout le monde. Et une fois qu'il a commencé par crisper le pays en le divisant en deux sur quelque chose qui est un problème d'intendance important, mais ça reste un problème d'intendance, il a quelque part, il s'est mis en position de faiblesse pour derrière faire un grand projet hégolien d'ambition pour le pays. Voilà. Bon, d'abord, c'est du théâtre. C'est un classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut faire une réforme des retraites, on dit jamais « je veux baisser les droits à retraite ». On dit toujours « le système est en danger, voilà comment le sauver, il n'y a qu'une seule solution, c'est la mienne ». Donc ça, on le voit tout le temps. Après, des fois, c'est vrai, le système est un peu en danger, il y a de l'argent à trouver. Des fois, ça l'est moins. Il se trouve que là, ça l'est moins. Ça l'est moins ou ça l'est pas, ou ça l'est un peu? En gros, le système n'est pas en danger. En ce moment, il est équilibré. Il y aura un déficit dans les 10-15 prochaines années. Ça dépend comment on le compte. L'État a très envie de se désengager financièrement du système un peu plus, donc de récupérer de l'argent pour ces histoires de finances publiques. Et donc, il y a un déficit qui est prévu dans les 10-15 prochaines années. On pourrait discuter le chiffre, mais en gros, si on prend le chiffre d'Elisabeth Borne, 12 milliards, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Mais vous dites que le système de retraite, il collecte plus de 300 milliards d'euros par an. Donc c'est un tout petit morceau. À l'échelle du système des retraites, c'est petit, ça ne le met absolument pas en danger. Si vous avez un découvert de 100 ou 150 euros, vous êtes embêté, mais vous n'êtes pas en danger. Pour le système des retraites, c'est le même ordre de grandeur. À l'avenir, il y aura de la croissance, peut-être, peut-être pas. Bon. Et mon pari, c'est qu'on sera plutôt, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, du côté peut-être pas. Bon. Or, le Conseil d'orientation des retraites, dans les trajectoires qu'il trace pour l'avenir, il se balade quelque part entre 0,7% et quasiment 2% de croissance du PIB par an à l'avenir. Donc ça suppose qu'il n'y aura pas de Covid, pas d'Ukraine, et pas de changement climatique, et pas de pénurie sur les matériaux, et pas de pénurie de pétrole, et pas de etc. Tout ça me paraît extrêmement discutable. Alors quel est le lien avec la réforme actuelle ? Le lien, c'est qu'à partir du moment où les hypothèses pour l'avenir sont gentiment farfelues, on est certain... Gentiment farfelues. Oui, on est certain qu'il va falloir y revenir. On est certain qu'il va falloir y revenir, puisque la réforme qu'on est en train de faire en ce moment se base sur des hypothèses qui ne se réaliseront pas. À partir du moment où vous êtes certain que vous allez devoir y revenir, quelle est l'urgence de faire ça maintenant plutôt que l'année prochaine ? Vous êtes allé plus loin, vous êtes demandé si ce fameux déficit n'était-il pas artificiellement gonflé pour justifier la réforme. Vous avez épluché les chiffres du gouvernement qui ont servi au corps pour établir leurs prévisions et leurs déficits. Et le gouvernement donc prévoit une diminution de 11% de la rémunération des fonctionnaires sur le quinquennat. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quel est le rapport avec les retraites ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ? Oui, bien sûr. Le point de départ de notre analyse, c'est une mécanique relativement simple à comprendre, qui est que pour les 2,2 millions d'agents de la fonction publique hospitalière, donc essentiellement des soignants, ou territoriale, des agents, des écoles, des travailleurs sociaux, entre autres, les cotisations sont assises sur leur rémunération indiciaire et contribuent directement à financer le système de retraite. C'est-à-dire que plus vous avez d'agents et mieux ils sont payés, plus il y a de cotisations qui rentrent dans les caisses. On voit bien le lien direct entre la rémunération et l'équilibre. Le projet de réforme des retraites est basé, vous l'avez dit, sur les projections du Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites, sur le long terme, il produit ses propres scénarios. Il estime ou il donne des hypothèses différentes de croissance, par exemple. Mais à court terme, il reprend essentiellement les chiffres du gouvernement, puisque d'ici à 2027, c'est lui qui est le mieux placé pour savoir si on va vraiment embaucher des fonctionnaires ou combien on va les payer. Or, et c'est là qu'on intervient, avant l'élection d'Emmanuel Macron, ou avant sa réélection, et après, entre le rapport du Conseil d'orientation des retraites de juin 2021 et celui de septembre 2022, les prévisions sur l'emploi public ont été très sensiblement dégradées. De deux choses.
de deux manières. La première, c'est qu'il y a une stagnation du nombre de fonctionnaires qui est prévue. Donc ça, c'est pas nouveau. Enfin, en tout cas, ils n'avaient manifestement pas prévu de plus recruter, mais c'est-à-dire que ni dans l'école, ni dans l'environnement, etc., il y a de prévision. La deuxième chose, qui pour le coup a beaucoup changé entre les 2 années, c'est que maintenant le gouvernement prévoit un gel total de la rémunération, à la fois le point d'indice, mais aussi les primes des fonctionnaires en général, y compris des fonctionnaires territoriaux, ce qui, compte tenu de l'inflation, conduirait à une diminution du pouvoir d'achat de, vous l'avez dit, environ 11% d'ici à la fin du quinquennat. Et donc, on voit bien, ça a un impact direct sur le solde du système de retraite. Et de manière très sensible, c'est-à-dire que si, à l'inverse, on faisait augmenter normalement la rémunération et le nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire comme le reste de la masse salariale privée, on récupérerait 3,3 milliards de cotisations supplémentaires d'ici à 2027, c'est-à-dire qu'on diminuerait globalement le déficit d'environ 1/3. C'est massif, et donc de deux choses l'une. Ou bien le gouvernement, c'est vraiment un objectif politique et le gouvernement prévoit de diminuer fortement la rémunération des fonctionnaires sur l'horizon du quinquennat, et vaut mieux qu'on le sache. Ou bien ça n'est pas un objectif politique, auquel cas le déficit qu'il nous présente pour justifier sa réforme est artificiellement surévalué. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est que cet argument, il avait déjà servi et plus que servi. C'est-à-dire que, d'abord, les réformes précédentes, parce qu'on disait, vous parliez de se projeter. En fait, les réformes précédentes, elles sont même pas finies. C'est-à-dire que la durée de cotisation, elle est programmée pour aller jusqu'à 43 ans pour les gens nés en 1973 ou 74. C'est-à-dire que la dernière réforme, celle de Marisol Touraine, elle est même pas encore finie. Et le passage de 60 à 62 ans est très récent en réalité. Et donc ça, on ne l'a pas encore absorbé, le marché du travail ne l'a pas absorbé. Et ces réformes, les réformes précédentes, elles ont été plus vite que les gains d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'espérance de vie augmente, de moins en moins vite, mais elle continue à augmenter. Simplement, les réformes précédentes ont demandé plus d'efforts que les gains d'espérance de vie. Ce qui fait qu'effectivement, les personnes qui partent en ce moment à la retraite... C'est-à-dire qu'on a monté beaucoup plus vite l'âge légal que l'espérance de vie n'a augmenté, c'est ça? C'est ça, ouais. L'âge et la durée. Donc les personnes qui partent cette année à la retraite, on leur prédit 1 an de retraite en moins que les personnes parties en 1950. Enfin, nées en 1950, c'est-à-dire parties il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans une phase où la retraite se raccourcit, et d'ailleurs, en plus, le montant des pensions a plutôt tendance à se réduire, les taux de remplacement à baisser. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le choc démographique est derrière nous. Là, on nous dit, sous diverses prévisions, qu'effectivement, il va y avoir plus de vieux, et donc que le financement va devenir de plus en plus difficile. Mais ce choc démographique a déjà eu lieu. Dans les années 70, on avait 3 retraités pour 10 actifs. Aujourd'hui, on a 6 retraités pour 10 actifs. Donc on a fait x2. Et le choc qui est devant nous, qui devrait mettre à terre, soi-disant, notre système de retraite, c'est de passer de 6 retraités pour 10 actifs à 7 retraités, ou 8, 7,5, 8, pour 10 actifs. Donc le vrai choc démographique est déjà passé. Et comment on a fait pour s'en sortir? Comment on a fait? Eh bien, on a tout simplement augmenté la part de la richesse que nous consacrons aux retraites dans le PIB. On est passé de 7 à 14%. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas du tout augmenter la part de ce qui a été créé, en fait, pour le donner aux retraites. Donc, on est dans une impasse. Globalement, il y a 2 choses différentes. Premièrement, la réforme prévoit une revalorisation de certaines petites pensions pour les personnes qui sont parties à la retraite sans décote et qui ont une pension faible. Et cette revalorisation, elle est comprise entre 0 et 100 euros et elle se chiffrera à 33 euros par mois en moyenne pour les nouveaux retraités, 56 euros par mois en moyenne pour les personnes qui sont actuellement à la retraite. Donc c'est une revalorisation pas très ambitieuse mais sensible pour certaines petites pensions. C'est ça qu'il aurait fallu dire depuis le début. En fait, ça aurait été honnête de le dire comme ça. Bien sûr. Mais simplement, ça, c'est pas une mesure qui justifie la retraite à 64 ans. C'est une mesure de revalorisation comme on en a connu plein et qui peut se voter au Parlement rapidement. Et puis à côté, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a en France à peu près 5 millions de personnes qui ont une pension faible, inférieure à 1 200 euros. Majoritairement des femmes, plus de 40% des femmes, ont une pension directe de moins de 1 200 euros brut, 40-45%. Et donc, après la réforme, cette image-là, elle ne va pas bouger. C'est-à-dire qu'on aura toujours à peu près le même nombre, 40 pour... peut-être 200 000 en moins sur l'ensemble des retraités, mais on aura toujours 4 700 000 ou 800 000 personnes qui auront une pension inférieure à 1 200 euros.
Et ce sera toujours majoritairement des femmes. Et ça sera toujours majoritairement des femmes. Alors ces personnes, elles ont éventuellement d'autres ressources, par exemple le minimum vieillesse, mais le minimum vieillesse, c'est pas 1 200 €, c'est beaucoup moins. Si votre conjoint a une retraite, vous ne le touchez pas. Et donc, il y a vraiment un décalage entre ce message d'un minimum garanti, qui est une bonne idée par ailleurs. Un minimum garanti pour les retraités, ça existe dans d'autres pays et ça résoudrait beaucoup de problèmes. Donc il y a un décalage entre ce message-là. Quel problème? Les problèmes de la pauvreté, évidemment, des retraités, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Dans le fonctionnement de notre système de retraite, effectivement, vous avez des personnes avec des carrières très incomplètes ou des personnes qui ont eu des faibles salaires et qui vont toucher 200, 300, 600 € de retraite, ou alors des personnes qui vont attendre l'âge de 67 ans pour toucher finalement une pension très faible. Mais dans le même temps, vous avez des gens qui auront bossé toute leur vie pour des salaires modestes et qui se diront finalement je me retrouve avec les mêmes pensions de retraite que ceux qui ont moins bossé que moi. Ça recrée une autre forme d'injustice, non? Alors la même non, parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité des personnes qui ont une carrière complète sont déjà au-dessus de 1 200 €. C'est là aussi où il y a un hiatus. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont en dessous de 1 200 € aujourd'hui n'ont pas une carrière complète. Le minimum à 1 200 € ou encore l'index senior sont des arguments fragiles. Alors je m'explique, le minimum, on vient de dire pourquoi. Oui. Pour l'index, le gouvernement a annoncé donc créer un instrument pour pointer du doigt les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors pour contrer le chômage, parce que sachant qu'un peu plus de la moitié des 50-64 ans sont en emploi seulement en 2021. Index qui a toutes ses chances de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel puisqu'il propose une mesure qui n'est pas budgétaire dans un projet de loi de finances. La majorité le sait, ça s'appelle un cavalier législatif. Pourquoi miser sur des arguments aussi fragile? Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres, en fait? Oui, il n'y en a pas d'autres. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. C'est le dernier argument qui sort en disant finalement on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a la dette. C'est un argument qu'on nous a sorti tout le temps, qu'on nous a sorti pour justifier les économies diverses et variées que nous avons fait ces 10 dernières années, notamment sur les collectivités locales, sur l'hôpital, sur la baisse du nombre de fonctionnaires et ainsi de suite. Donc c'est toujours l'argument en fait massu où là le débat s'arrête puisque les marchés financiers vont augmenter la dette. Alors la première chose, c'est que je pense que les marchés financiers aujourd'hui, qui sont quand même des marchés très court-termistes, se concentrent plus sur ce qui se passe, l'instabilité, on va dire, qu'il y a suite à la chute de ces 3 banques aux États-Unis et du Crédit Suisse qui n'allait pas très bien. Ils se concentrent plus là-dessus que sur une hypothétique réforme qui, par ailleurs, ne va rien rapporter cette année, quasiment rien. Je veux dire, là, c'est les gens de 61 qui vont partir à la retraite. C'est une réforme qui va monter en puissance au fur et à mesure des années, mais sur le court terme, ne va pas rapporter grand-chose. Donc, c'est un mensonge. Et de manière générale, ce narratif qu'il y a autour de la dette pour nous dire que nous avons creusé la dette avec le quoi qu'il en coûte très fortement, que si on ne fait pas de réforme, on va être mangé par les marchés financiers, c'est un narratif qui est faux. Parce que même quand on regarde l'augmentation de notre dette pendant le quoi qu'il en coûte, entre 2019 et 2021, notre dette, elle a augmenté moins vite qu'aux États-Unis, moins vite qu'au Canada, moins vite qu'au Japon, moins vite qu'en Espagne. Donc vous voyez, la dette c'est quoi? C'est une épargne, une grosse épargne qui est en circulation, et des gens qui placent cette épargne. Soit ils la placent sur de l'investissement privé, des actions, soit ils la placent sur des obligations d'État. Or là, vu que ça ne va pas très bien dans la finance privée et qu'il y a des doutes sur la stabilité de l'économie à moyen terme, notre dette, elle reste encore ce qu'on appelle flight to quality dans le jargon, c'est-à-dire qu'elle reste encore attractive pour les investisseurs. Et donc il n'y a pas de souci sur notre dette, il n'y a pas de souci. Nous avons eu le quoi qu'il en coûte, mais tous les pays l'ont eu. Et en comparaison, notre dette n'a pas augmenté plus vite qu'ailleurs. Donc cet argument ne tient pas. En fait, la réforme des retraites, elle n'est pas faite pour cette chose. On voulait vous poser la question, Marie Belot, de la véracité de ce qu'il a dénoncé hier. Il a affirmé que participer à des rassemblements interdits dans la rue, ça constitue un délit. Il a dit cette phrase.
Alors, il a tort sur ce point. On le sait tous, le droit de manifester est un droit fondamental, alors soumis à des réglementations, mais c'est un droit fondamental. Ce qui est illégal, c'est d'organiser une manifestation sans l'avoir déclarée ou d'organiser une manifestation alors même qu'elle a été interdite par la préfecture. Là, on s'expose à une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Mais participer à une manifestation non déclarée n'est pas une infraction. Ça, c'est la Cour de cassation qui a entériné cela en 2022. On ne peut pas être interpellé ou verbalisé en cas de rassemblement sauvage. En revanche, depuis les Gilets jaunes et un décret de 2019, on peut écoper d'une amende de 135 € si la manifestation était interdite. J'ai tendance à analyser souvent les manifestations, les arrestations, et je remarque, alors eux vont dire ça dans un sens et moi je le dis dans l'autre, eux disent il y a eu des violences dans les manifestations, on a arrêté 200 personnes. Je pense que c'est le contraire. Quand ils veulent radicaliser une manifestation parce que ça se passe trop bien, parce que la réforme des retraites, ça marche très bien, les manifs, il y a beaucoup de monde. Quand ils veulent radicaliser une manifestation, ils prévoient d'interpeller beaucoup de monde avant pour justifier les violences qu'il y a dans les manifestations. Parce que il y avait des tas de gamins qui étaient dans les cellules avant, qui ont été interpellés avant les manifestations. Et je pense qu'ils pensent avant, ils se disent il va falloir que ça se passe moins bien que d'habitude, et on va prévoir, comme ça ils disent, il y a eu des échauffourées, on a interpellé 200 personnes. Alors que là, c'est pas vrai. Ils m'ont interpellé, et il y a eu, comme de par hasard, des gros échauffourées, le plus d'échauffourées qu'il y a eu depuis toutes les manifestations, comme de par hasard, c'est là où il y a le plus d'interprétations, mais qui ont été faites, pour la plupart, avant les manifestations. Je pense que tout ça, c'est calculé. Il y a une espèce de radicalisation de la maintenance politique dans les manifestations depuis des années, depuis les Gilets jaunes. Moi, j'ai participé à la première manifestation des Gilets jaunes à l'Arc de Triomphe. Je me souviens, ce jour-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? On est arrivé, je ne sais pas combien on était, 10 000, 20 000 sur les Champs-Élysées. J'étais en tête. Et ils ont laissé rentrer 2000 personnes en plein milieu de la place de l'Arc de Triomphe. Ils ont laissé rentrer 2000 personnes, ils ont fermé, les autres n'ont pas pu rentrer. Et on s'est fait défoncer. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de... Je pense que dès là, ils se sont dit, on va leur faire fermer leur gueule, on va montrer qui on est. Et je pense que, je le dis souvent, et je persiste et je le dis, je pense que l'État, depuis quelques années, se comporte comme un terroriste dans les manifestations, en fait. La façon de faire taire les manifestations, de faire en sorte qu'il y ait le moins de monde possible, c'est de taper sur les gens pour qu'ils aient peur de ne plus revenir. L'effet de cette réforme-là, et là, c'est pas des nœuds dans tous les sens à la Olivier Dussopt, c'est un rapport de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui dit ceci. Alors, c'est un langage technique, puis après, je vous le traduis. À court terme, le choc de population active entraîne une hausse progressive du chômage qui pèse sur la formation des salaires. Ça veut dire quoi, en termes concrets ? Ça veut dire qu'on sait que cette réforme-là, elle va amener 190 000 à 250 000 précaires de plus, c'est-à-dire des gens qui n'arriveront pas à 64 ans en travaillant, mais qui seront entre le chômage, le RSA, l'inaptitude, l'incapacité. Donc on évalue ça entre 190 000 et 250 000. De la précarité qui va faire quoi ? Qui va faire qu'il y avoir plus de concurrence dans la main-d'œuvre, et donc ça va faire baisser les salaires. Et c'est chiffré. C'est chiffré, l'OFCE. Vous tenez ici un document de l'OFCE qui indique que la réforme des retraites va entraîner une perte dans les salaires et une précarisation. Précarisation, ça c'est prévu par le ministère du Travail, par le ministère des Solidarités. Tout le monde sait ça, d'accord ? Que ça va produire de la précarité, notamment chez les personnes âgées. Mais là, les conséquences, c'est quoi ? C'est moins 3%, c'est marqué ici, je peux vous en faire une copie à la sortie si vous voulez. C'est moins 3% sur 10 ans sur les salaires. Pourquoi ? Parce qu'on met en concurrence les salariés entre eux, et de ce fait-là, on fait plonger les salaires. Et je veux dire que pour moi, c'est pas un dommage collatéral, c'est pas conçu comme ça. C'est un bénéfice qui est tiré. Un bénéfice ? Oui. Attendez, vous voulez dire que les salaires vont baisser, il y a une précarisation grâce à la réforme des retraites ? Vous dites ça ce matin ? Parce que pour qui est faite cette réforme ? Elle n'est pas faite pour les salariés, elle n'est pas faite pour les retraités, elle n'est pas faite pour les Français. Elle est faite pour les marchés, pour les financiers. Et donc pour les marchés et pour les financiers, le fait d'avoir moins 3% sur les salaires sur 10 ans, c'est évidemment un gain.